Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est exactement 20 h à Libreville. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Quel bilan de la tropicale Amissa Bongo 15 ans après? Un film pour retracer le parcours de cette prestigieuse compétition africaine a fait l'objet d'une projection à l'Institut français du Gabon. La plateforme Alternance 2023, Gérard Elangema met en doute la crédibilité des personnes qui la composent, structure mise en place par les partis de l'opposition gabonaise. Et puis, la résilience des PME africaines, principal sujet au centre d'un colloque international qui débute demain à Libreville pour s'achever le 20 janvier prochain. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Nous recevrons sur ce plateau Rufin Djambo, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Sport en ouverture de cette édition d'information, retracer le parcours de la tropicale Amissa Bongo 15 ans après. C'est l'objet de la projection du film La révélation du cyclisme africain. L'événement s'est tenu hier à l'Institut français du Gabon où était Herman Malaga pour le compte de la rédaction de TV+. Regardons. La plus grande course cycliste du continent africain fait son grand retour ce 23 janvier 2023 au Gabon. Après 2 années d'absence liée à la pandémie de la Covid-19, la tropicale Amissa Bongo qui réunit depuis 2006 des coureurs d'horizons divers, amateurs et professionnels pour cette édition, a déjà donné le ton par la diffusion ce mardi 17 janvier 2023 à l'Institut français de Libreville d'un film documentaire intitulé La révélation, le film des 15 ans de la tropicale. Exactement, en fait, ce petit travail de mémoire qu'on a fait à travers ce film historique qui raconte déjà 15 ans de la tropicale Amissa Bongo. Ce travail de mémoire, il nous permet de donner le départ de cette 16e édition après nos 2 années d'absence. On est très heureux d'avoir fait ce film. On est très heureux de ce qu'il raconte aussi parce qu'on oublie un petit peu l'histoire qui est portée par cette tropicale depuis maintenant 15 ans. Et donc voilà, je pense que ça va rebooster un petit peu tout le monde pour reprendre les routes du Gabon pour cette 16e édition. Après ce bilan des 15 années d'existence, la petite reine, par la voix de ses organisateurs, dévoile ses secrets qui pour cette édition fera vivre, une fois de plus aux amoureux du vélo, dans le monde, des émotions encore plus fortes. D'abord, on a un plateau sportif 5 étoiles exceptionnel et qui peut apporter des surprises étonnantes, notamment par les résultats sportifs des coureurs africains, encore une fois. On a un parcours qui est assez équilibré, qui est ouvert à tous les types de coureurs, qui nous amènera sur 5 provinces. Il y a plein de choses qui vont se passer. On va aussi dévoiler notre nouveau maillot jaune qui mettra en valeur le pays. Si les autres cyclistes africains ont déjà marqué de leur empreinte, la tropicale Amissa Bongo notamment avec la victoire en 2014 de l'Érythréen Bertane, l'équipe gabonaise Les Panthères traîne encore un peu le pas. Le Gabon n'a pas encore pris la place qu'il devrait prendre dans ce cyclisme africain. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Et j'espère que cette édition sera le début d'une nouvelle ère pour les coureurs gabonais. Et j'espère que l'avenir nous conduira aussi à accueillir les coureurs gabonais dans le peloton de tête des coureurs africains. La 16e édition de la Petite Reine est donc placée sous le signe d'une confirmation des performances des cyclistes africains et surtout pour les Panthères qui doivent enfin jouer les premiers rôles. À quelques jours du lancement de la tropicale Amissa Bongo, à l'arrêt depuis 2 ans pour cause de Covid-19, l'événement revient et avec lui la ferveur populaire. Carmen Eyegé. La salle de l'Institut français du Gabon était presque comble hier soir pour la projection du film documentaire qui retrace les 15 dernières éditions de la tropicale. Cette rétrospective est aussi un témoignage des valeurs universelles véhiculées par le sport. Ce documentaire nous permettra de revivre l'émotion et la ferveur du public, parce que cette course, s'il faut le rappeler, est également un grand événement populaire, mais populaire dans sa définition la plus noble. Passionnés de cyclisme ou simples curieux, depuis la première édition, les Gabonais sont au rendez-vous pour encourager les coureurs, fêter les victoires et rassurer les cyclistes lors des défaites. C'est l'émulation des cyclistes nationaux et internationaux parce que ça suscite quand même, et puis ça fait l'engouement de tous les habitants qui sont sur le réseau de la tropicale. Cette édition attendue qui reliera Oyem à Mouila avant de finir à Libreville
promet d'être tout aussi festive. Politique à présent, Gérard Elanguema, président du Front patriotique gabonais, reste sceptique sur la sincérité des personnalités qui composent la plateforme Alternance 2023. La structure a été mise en place il y a quelques jours pour réfléchir autour d'une stratégie commune pour conquérir le pouvoir. Reportage d'Estelle Amvan. Avec son parti politique, le Front patriotique gabonais, FPG, depuis plusieurs années, Gérard Elanguema fait partie des nombreuses voix qui portent au sein de l'opposition gabonaise. Si, comme ses pairs, son ambition est de parvenir à l'alternance au sommet de l'État, l'acteur politique n'est pas signataire du pacte d'engagement et de confiance qui réunit une cinquantaine de partis de l'opposition engagés pour l'alternance 2023. Chez nous, enfants, on dit « Meso Sisbisama ». Ça veut dire que moi, je ne rentre pas dans les groupes n'importe comment. Je dois voir qui compose les groupes. Vous constatez qu'il y a même des gens qui disent on fait l'alternance 2023, mais certains accusent même les autres que nous on reconnaît Ali, ceux qui ne reconnaissent pas Ali. Mais est-ce qu'on a besoin de reconnaître Ali? Ali est là, il est président, c'est lui qui parle au nom du Gabon. Est-ce que quelqu'un a besoin de le reconnaître? Plus qu'il préside au nom du Gabon. Il signe au nom du Gabon. C'est des fuites en avant. Pour ce qui est des acteurs qui composent ce groupe, au regard de son expérience, l'opposant reste méfiant. Moi, je ne peux pas être dans des groupes où certains leaders sont même des agents de renseignement. Ils enregistrent les autres. Moi, je ne rentre pas dedans parce que ma bouche, je parle. Je n'ai pas envie d'être le dindon de la farce, de quelque chose qui risque même d'exploser à mi-parcours. Donc, j'observe. Le président du Front patriotique gabonais ne s'est pas encore prononcé pour la présidentielle de 2023. Il se dit tout de même prêt à soutenir une candidature unique de l'opposition. Le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, Jean-Robert Meignet, par ailleurs candidat à la présidentielle de 2023, contre l'appel à la concertation lancé par le chef de l'État. Lors de son discours à la nation, l'intéressé s'est prononcé ce matin. C'était au micro, c'était au cours d'une déclaration. Je vous propose de suivre un extrait. Non, non, non et non. Vous ne nous la referez pas une fois de plus. Les enjeux sont trop énormes. L'état de délabrement avancé du réseau routier, l'insalubrité de nos villes, qui se traduit par l'existence de poubelles géantes à ciel ouvert, le chômage endémique, la pauvreté galopante, etc. Face à cela, nous tenons clairement à faire entendre notre refus catégorique d'un énième dialogue national inutile, trompeur et coûteux pour les raisons suivantes. Les problèmes qui entravent le bon déroulement du processus électoral sont connus. Ce sont le tripatouillage des procès-verbaux malgré la représentativité de chacun, l'achat des votes, les circonstances floues du dépouillement, le tripatouillage de la liste et du fichier électoral, les conditions non contrôlées d'accès à la carte nationale d'identité et bien d'autres. Dans un premier temps, nous proposons qu'un mémorandum de chaque parti des forces vives de la nation qui relèverait cette difficulté et leurs propositions soit tout simplement remis au président de la République, qui pourra, en s'appuyant sur la majorité parlementaire, opérer les réformes nécessaires, par exemple la révision du code électoral. On n'a donc pas besoin d'aller faire des petits arrangements, des compromis qui virent souvent vite à la compromission, des partages de je ne sais quoi pour arriver finalement et toujours à des élections qui seront toujours contestées. Comme ce fut le cas pour les élections notamment de 2009 et de 2016. L'Église du Gabon et le pluralisme sociopolitique actuel à la veille des élections présidentielles de 2023 pour la vérité, la justice et la paix. C'est le thème de la 30e Assemblée générale de l'Église catholique du Gabon, prévue du 24 au 29 janvier prochain. Les détails dans cet élément signé Maya Meza. Non abbiate paura, aprite
anzi spalancate le porte a Cristo. Comme pour quasiment l'ensemble du corps social, l'Église catholique est préoccupée par le déroulement de l'élection présidentielle, supposée se tenir en août prochain. Rien n'étant officiel quant à la date exacte. Elle tient pour ce faire sa 30e assemblée plénière ordinaire sur le thème « L'Église catholique du Gabon et le pluralisme sociopolitique actuel à la veille de l'élection présidentielle de 2023. Pour la vérité, la justice et la paix ». Il s'agit de là de 3 mots visant à la prédominance de la transparence au cours de l'élection présidentielle à venir. 3 mots pour assurer une élection apaisée. 3 mots pour éviter l'embrasement que connaissent habituellement les lendemains des scrutins, avec son lot d'affrontements et de violences que l'on pourrait éviter. Le point culminant de ces assises sera la messe de clôture de cette assemblée plénière, ordinaire prévue pour le dimanche 29 janvier prochain, à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. L'Église du Gabon semble avoir entendu le message du pape Jean-Paul II il y a 40 ans de cela. En février 1982, l'homme de Dieu en visite au Gabon avait lancé cet appel « Église du Gabon, lève-toi et marche ». Le thème de cette assemblée plénière le confirme. Seigneur soit avec vous. Le déraillement du train de la CETRAC dans la province du Haut-Ogooué a eu des conséquences néfastes sur le quotidien des habitants de cette province, une réalité qui n'a pas laissé insensible le député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, Alexandre Awassi. Il s'est exprimé ce matin au plateau de TV+. Je vous propose de suivre un extrait. C'est d'une pénibilité sans précédent. Jamais ça n'a été autant dur, même si en réalité, il faut le dire, on le sentait arriver. Les ruptures de rails à répétition ont souvent condamné les populations de ces parties du territoire national, et le récent glissement de terrain le 24 décembre dernier n'ont fait que confirmer l'urgence que signalaient les parlementaires lors de l'audition du ministre des Transports durant l'examen de la loi de finances sur les difficultés qui pourraient subvenir lorsque nous aurions à vivre un déraillement ou une rupture de chemin de fer plus importante. Malheureusement, quelques mois plus tard, la réalité de l'urgence attirée par les parlementaires se fait vivre et au détriment du plus grand nombre. Je vous le dis, c'est très pénible, ça a été dur pour nos populations, heureusement, même si je juge pas très prompte la réaction du gouvernement forcément, mais vite fait, là, avec les mesures qui ont été prises, il y a un retour à la normale et c'est tant mieux pour tous. Je vais vous informer d'une situation, ce n'est pas que quand il y a rupture de rail que nous avons ces difficultés d'alimentation. En saison de pluie, nous avons ces difficultés. Elles ne sont mises à nu là que parce qu'il y a eu l'urgence posée par la rupture de rail. Mais en saison de forte pluie, nous avons ces difficultés parce que ça prend 2 semaines pour un camion contenant les bouteilles de gaz d'arriver à l'intérieur, dans l'Interland. Donc c'est des problématiques que nous avons déjà en tant que parlementaires. Et pour le bien de mes populations, c'est des problèmes que nous avons posés sur la table des membres du gouvernement. Nous leur avons par exemple dit, au lieu d'acheminer en temps de saison de pluie, le gaz par voie terrestre, puisque les routes sont impraticables, commencer par mettre les bonbonnes de gaz dans le train. C'est plus rapide, on est sûr qu'il n'y aura pas de rupture. La résilience des PME africaines, c'est le thème du colloque international qui débute demain à Libreville pour s'achever le 20 janvier prochain. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Rufin Djambou, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. C'est bien cela? Merci, c'est bien cela. Alors, Rufin Djambou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Alors, avec vous, avant de commencer justement, on voulait aborder le côté organisationnel de cet événement. Est-ce que tout est fait prêt pour accueillir justement le colloque? Voilà, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ce colloque international qui va se dérouler à l'Institut national des centres de gestion
où je suis enseignant-chercheur, professeur agrégé des universités Camès, en même temps à l'ISTA, à la CEMAC. Alors, le colloque qui s'ouvre demain va s'articuler autour donc, de la thématique de l'entrepreneuriat et des PME, qui sont des thématiques de l'heure, au regard de l'importance des PME dans le développement économique, dont les études ont été démontrées au niveau mondial que la PME joue un rôle important. À côté de cela, nous avons le chômage des jeunes, qui est une préoccupation majeure pour le gouvernement, d'où l'intérêt pour les chercheurs venus du monde entier, donc du Canada, de France, de l'Afrique tout entière, de réfléchir autour de l'Association internationale de recherche sur les PME, qui est dirigée par le professeur Christophe Smith, qui va faire une conférence demain en ligne depuis Nancy. Et donc, sur le plan organisationnel, nous aurons donc, la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, en présence du ministre des PME-PMI. Et après cela, nous avons 2 conférences en ligne. Le professeur Christophe Smith de l'Université de Lorraine. Nous aurons également le professeur Olivier Torres de Montpellier qui vont faire donc 2 conférences en ligne sur le rôle de PME dans le monde entier. Après, donc l'après-midi, nous allons rentrer en atelier, qui sont des ateliers parallèles sur la résilience donc, des PME en contexte gabonais. Et les travaux vont se poursuivre donc, le vendredi pour se terminer donc, le samedi dans l'après-midi. Alors, combien de participants sont attendus à cet événement? Nous avons une 50aine de participants, donc, dont une 20aine venus de l'étranger, venus de France, du Canada et donc de toute l'Afrique. Voilà. Alors, quel est l'intérêt d'organiser un tel colloque sur la résilience des PME africaines au lendemain de la crise de Covid-19? Alors, donc, la crise de Covid nous a démontré qu'il y a une résilience, donc, il y a une adaptation, donc un changement de paradigme. Hier, on ne savait pas qu'il fallait travailler en ligne. Ça, le Covid l'a démontré. Nous avons maintenant les ventes en ligne qui se sont multipliées avec le Covid. Donc, toutes ces problématiques-là gravitent autour donc, de la PME, qui est une entité particulière au regard de sa flexibilité face au changement, au regard de sa proximité avec donc, le dirigeant qui est l'entrepreneur principal est en proximité avec ses employés, en proximité avec le marché. Donc il y a une sorte de proximité qui joue un rôle important et nous avons pensé que ces questions seront débattues au cours de ces assises qui sont les premières au Gabon. Et nous allons donc faire des propositions en direction donc, de nos gouvernants sur l'intérêt d'accompagner les PME pour que notre pays puisse aller de l'avant sur ce volet entrepreneur et PME. Alors justement, comment ces PME ont-elles été impactées lors de la crise Covid-19? Nous avons vu beaucoup de fermetures. Hein. Nous avons vu beaucoup de fermetures. Nous avons, dans le domaine de la restauration, il y a eu beaucoup de fermetures. Dans le domaine des écoles, il y a eu beaucoup de fermetures, pour n'en citer que cela. Donc, par rapport à ça, quelles sont les stratégies de résilience pour s'adapter, pour changer de paradigme, pour travailler autrement? Et c'est l'occasion pour nous de réfléchir autour de cette thématique. Les chercheurs venus du monde entier vont faire des propositions en direction de la communauté scientifique que nous sommes d'abord, et en direction des gouvernants, et en direction des PME, pour qu'ensemble nous créons ce que j'appelle en PME la synergie créatrice vers le développement économique autour de la PME. Alors, quel est le rôle que peut jouer les PME dans le processus de développement d'une nation, le processus de développement? Le rôle, il est démontré, hein, c'est la création d'emplois. La création d'emplois. Là où la grande entreprise a échoué, la PME est reçue. La PME, c'est la flexibilité, c'est l'adaptation, c'est la résilience. La grande entreprise, c'est la bureaucratie. Nous croyons que les PME peuvent jouer un rôle, et les études l'ont démontré. 90% des emplois dans le monde entier sont créés par les PME. Le Québec l'a démontré, les États-Unis, dans la zone de Silicon Valley, vous en savez plus, dans la zone de Lorraine en France, etc., à Montpellier. Donc vous voyez, les bassins économiques autour des PME sont importants à l'étranger. Il est bon pour nous, pour que le Gabon puisse tirer profit de ces exemples. Pourquoi pas aller plus loin autour de l'entrepreneuriat PME. Et qu'est-ce qui fait que les nations africaines sont un peu en retard dans ce domaine-là? Et c'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Le problème, c'est l'accompagnement. L'accompagnement passe d'abord par la formation, la culture entrepreneuriale. Nous ne l'avons pas. Pour combler cela, il faut passer par la formation. Je ne veux pas développer tout ici, mais la formation est importante. L'accompagnement au niveau financier également. Il est bon que l'État puisse créer une banque d'investissement, d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas au Gabon. Mais il y a quand même des PME qui reçoivent quand même des fonds que l'État décaisse, certains ici au Gabon d'ailleurs. Ça dépend de quel secteur. Sont devenus aujourd'hui. Ça dépend de quel secteur. Je veux dire, l'échec de Fodex nous en dit plus.
Parce qu'on a poussé les PME vers le financement, on a financé sans avoir étudié le marché. Et donc les études d'impact, les études de faisabilité, les études de marché sont extrêmement importantes avant de donner des marchés ou des financements à ces PME-là. Et nous, autour des laboratoires de recherche de Siréja, de dirige le professeur Ecomier, au passage, qui est notre laboratoire de recherche, nous réfléchissons sur ces questions-là. Et au cours de cette rencontre internationale, nous allons donner notre vision, comment nous voyons les PME au Gabon. C'est là l'occasion pour les gouvernants et pour les chefs d'entreprise, donc les PME, de venir suivre ces conférences-là pour comprendre la résilience après le Covid. Alors, quelles sont les possibles réformes et les mesures envisageables pour une économie gabonaise post-Covid performante? Je pense que la Confédération patronale gabonaise, qui est devenue la Fédération des entreprises gabonaises, l'a déjà dit, il faut une banque d'investissement. Obligatoirement, ça passe par là. Et avec plusieurs guichets, dont le guichet des PME, qui va financer donc ces PME-là. Mais derrière ce financement, il faut des structures de formation, des incubateurs et les pépinières d'entreprise pour encadrer les jeunes qui viennent des écoles, pour les encadrer pendant un temps, pendant 3 ans, comme on a vu au Maroc et ailleurs, en Tunisie, etc. Pendant 3 ans, ils sont en incubation pour apprendre le management avant de se lancer seuls dans les affaires. Et ça, c'est vraiment important. Et la banque d'investissement est là pour ce genre d'opération. Et où proviendraient les fonds de la banque d'investissement? Quel est l'intérêt finalement? Je ne vous apprends rien. Vous savez que la Banque mondiale et le Fonds monétaire ont des fonds pour l'entrepreneuriat. Donc, il est bon que nos pays puissent apprendre à aller chercher ces fonds-là. En dehors des financements publics de l'État, nous avons aussi des fonds, des bailleurs de fonds qui existent, mais dont les conditionnalités sont simples. Il faut un décret public qui institutionnalise l'entrepreneuriat et les PME dans le pays pour la formation des jeunes. Donc, notamment la formation dans les lycées techniques, les centres de formation et les universités. Une fois que nous avons ce décret, on est capable d'aller chercher le financement avec ce que j'appelle généralement l'Office national d'entrepreneuriat ou l'Agence nationale d'entrepreneuriat qu'il faut créer obligatoirement dans ce pays. Alors, pour les jeunes Gabonais qui ont peut-être des ambitions aussi à devenir des propriétaires d'entreprises, quels sont les mécanismes, sinon les modalités qui leur permettraient de pouvoir justement... quel que soit le diplôme que vous aviez, l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est des risques. Et il faut apprendre à prendre les risques. Et il faut d'abord apprendre ce métier-là, qui est entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ce n'est pas tout le monde qui devient entrepreneur. Il faut d'abord un corpus culturel sur l'entrepreneuriat et une formation adéquate pour ça. Après ça, vous avez donc le montage de projet. Montage de projet qui passe par les bailleurs de fonds, qui passe par donc une banque de financement, qui regarde si le projet est faisable ou pas. À partir de ce moment, on peut vous financer. Derrière, on met les mécanismes, les garde-fous pour encadrer, pour éviter que l'argent puisse partir en fumée, comme on a vu avec le FODEX. Il faut également mettre des garde-fous avec les incubateurs, avec les pépinières pour suivre les activités financées, de sorte que d'ici 5 à 10 ans, nous puissions avoir les fruits de cette activité-là. Voilà. Alors, Monsieur Rufin Djambou, peut-être un mot autour justement de ce colloque que vous organisez? Oui, le dernier mot que je peux dire, c'est de dire que nous invitons la population gabonaise, notamment les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, les PME, de venir écouter. Les chercheurs également, nos collègues de toutes les écoles du Gabon peuvent venir également. Nous avons des collègues qui vont venir de la CEMAC, qui seront là. Donc, c'est l'occasion. Et également, nous avons l'honneur de recevoir donc, nos ministres de tutelle, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des PME, qui seront là pour l'ouverture. Et ça nous honore. Et au sortir, il y aura des batteries de propositions qui seront faites en direction de nos gouvernants, en direction des PME, pour l'éveil entrepreneurial au Gabon. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, nous attendons beaucoup de monde pour cette activité. Monsieur Rufin Djambou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Poursuite, lors de son passage sur le plateau de TV+, cet après-midi, le secrétaire général du SINAPEF, Syndicat national des professionnels des eaux et forêts, a dit sa désolation face à la réaction du ministre Lee White. Leurs revendications demeurent sans suite. Maya Meza pour plus de détails. La tutelle, notamment Monsieur le ministre Lee White et les partenaires sociaux, ont signé le 2 septembre 2020 un protocole d'accord qui regroupait un certain nombre de solutions à court, moyen et long terme. Malheureusement, depuis la signature de ce protocole, l'effectivité ne suit pas. Et c'est ce qui nous
poussent malgré nous à revenir sur la scène de la revendication. Le premier point concernait la réhabilitation de la prime sectorielle qui est conférée aux agents de notre département par l'article 285 du Code forestier, donc la loi 16/01 du 31 décembre 2001 signée de feu le président Omar Bongo. Donc, dans cet article, il est dit que dans toutes les recettes que nous encaissons en termes d'amende, en termes de taxes, il y a une rétrocession qui est faite au bénéfice des agents comme ristourne. Donc, le protocole contenait la réhabilitation de cette prime parce qu'elle était suspendue illégalement depuis près de 7 ans. Le protocole contenait aussi le paiement des arriérés relatifs à la période privative, soit 27 trimestres. Et en dehors de ces 2 points, le protocole demandait aussi que dans le cadre de la commission sur le dialogue social, nous puissions épulcher avec la tutelle les points relatifs aux conditions de travail. Donc, dans les faits, le Parlement et le gouvernement ont consenti à la réhabilitation de la prime sectorielle. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est parce que la tutelle ne veut pas redistribuer cette prime réhabilitée comme il se doit. La suite de cette édition d'information, célébration ce mercredi 18 janvier de la journée mondiale des synonymes. Quelle est l'importance et l'impact des synonymes dans la pratique quotidienne de la langue française? Daniel Bouka nous en dit plus. Ces mots font toute la richesse du vocabulaire humain. Les synonymes, célébrés en ce jour, permettent l'expression des pensées dans toutes leurs nuances, sans répétition des mots similaires. La complexité des langues parlées à travers le monde ne suffit pas pour dérober à cette règle. Le Grand Robert de la langue française compte près de 300 000 mots, soit une large synonymie. Toutefois, chaque mot posséderait ses propres spécificités, même s'il s'avère être synonyme d'un autre. Dans ce cas, les équivalences possibles sont donc souvent approximatives. D'ailleurs, certains ont des différences au niveau des registres de langue, notamment livres et bouquins. D'autres varient dans l'intensité exprimée, à l'instar de peur et terreur, amour et passion. L'évolution des mots dans le temps a engendré quelques modifications dans leur connotation. Au XVIe siècle, l'expression s'amouracher signifiait s'épandre d'eux, s'enticher d'eux. Aujourd'hui, celui-ci renvoie à porter à quelqu'un un amour soudain et temporaire. Plus encore, l'expression formidable, provenant du latin classique formidabilis, signifiait redoutable, terrible. Aujourd'hui, il renvoie à quelque chose d'excellent, de merveilleux. Les synonymes font partie intégrante des sociétés des hommes et en constituent l'élément principal des échanges époustouflants. Abordons à présent la page étrangère de cette édition d'information. En RDC, le groupe armé M23 n'a toujours pas entamé son retrait du Nord Kivu à l'est du pays. Une situation qui préoccupe les autorités de la République démocratique du Congo, mais aussi les populations de cette partie du pays restées longtemps dans l'insécurité. Leslie Nanaka pour l'Orici. Prévu en début du mois de janvier, lors du mini-sommet de Luanda en Angola, en présence du président congolais Félix Tshisekedi et du ministre des Affaires étrangères rwandais, le retrait du groupe armé M23 du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo n'est toujours pas effectif jusqu'ici. Selon cet accord de Luanda, les rebelles du M23 devaient quitter toute zone d'occupation dans l'est du pays pour se rendre vers le mont Sambio, à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, où ils devaient se cantonner. Le dernier délai fixé au dimanche 16 janvier, 2 jours plus tard, les rebelles semblent n'avoir pas bougé d'un iota. Mais selon certaines sources, les rebelles auraient tout de même effectué un déplacement en quittant ces positionnements du nord-est de Rutshuru vers Nimalamia pour renforcer son positionnement dans la localité de Kishish. De cette région de Kishish particulièrement, le groupe rebelle devait se retirer comme annoncé par les forces régionales est-africaines depuis le début du mois de janvier en raison des massacres qui avaient été commis dans cette ville en novembre et faisaient 300 morts
selon le gouvernement congolais. Des faits démentis par le M23, qui parle de la mort de 8 civils, et demande qu'une enquête indépendante soit ouverte pour mettre en lumière l'affaire. Il faut rappeler qu'au sortir du mini-sommet de Luanda, en novembre, le M23, par le biais de son porte-parole politique, affirmait n'avoir pas pris part aux assises. Dans cette hypothèse, pourrait-on parler d'accord sans la présence de toutes les parties concernées autour de la table des négociations? Cap au Nigeria à présent, quelques 93 millions de Nigérians sont inscrits sur les listes électorales, dont 10 millions de nouveaux électeurs qui ont ou doivent retirer leur carte pour participer aux prochaines élections présidentielles. Il désigne un successeur à Mohamedou Bouhari au pouvoir depuis 2015 et qui se retire après 2 mandats comme prévu par la Constitution. Sidel Animal. Ils sont des milliers depuis quelques jours à faire la queue depuis l'aube pour espérer retirer leur carte d'électeur. Le 25 février, les populations du pays le plus peuplé d'Afrique éliront leur prochain président de la République. Plus de 84% de ces nouveaux électeurs ont moins de 34 ans. Beaucoup espèrent un changement radical dans ce pays gangréné par la corruption, les inégalités criantes et une insécurité quasi généralisée. Pour 2019, le besoin de changement n'était pas si grand. Mais maintenant, quelque chose est très clair. Il est temps que la jeune génération nous gouverne. Et c'est pourquoi, si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je? Mais encore faut-il que cette jeunesse puisse se rendre aux urnes munie de cartes d'électeurs, car son obtention peut se révéler un parcours du combattant. La commission électorale a prolongé la semaine dernière de 8 jours la date limite de collecte des cartes. Par le passé, les élections au Nigeria ont été entachées de retards logistiques, de violences et d'accusations de fraude. Outre la collecte des cartes, la participation sera conditionnée par la possibilité de se rendre aux urnes. D'immenses pans du territoire nigérian sont minés par une grave insécurité entre une insurrection djihadiste dans le nord-est, des bandes armées qui sèment la terreur dans le nord-ouest et une agitation séparatiste dans le sud-est. La commission électorale a prévu que l'élection risquait d'être reportée ou perturbée si la sécurité n'était pas assurée. Le gouvernement affirme que des mesures ont été mises en place pour cela. Voir la nation pacifiée est l'une des plus grandes attentes des électeurs qui veulent également un président capable de redresser l'économie. Au Malawi, les élèves reprennent le chemin de l'école. Les établissements scolaires des plus grandes villes du pays sont restés fermés pendant 2 semaines en raison de l'aggravation de l'épidémie de choléra qui a touché le pays. Sidel Animal. Des élèves qui retrouvent le chemin de l'école après 2 semaines d'absence. D'après la ministre de la Santé, la fermeture des établissements du primaire et du secondaire était due à l'augmentation continue du nombre de cas de choléra et de décès engendrés par la maladie. Le pays a enregistré près de 18 000 cas de choléra et 595 décès depuis le mois de mars. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit de la plus grande épidémie de cette maladie à toucher le pays depuis 10 ans. Le choléra est contracté par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par une bactérie. Il provoque généralement diarrhée et vomissements et peut être très dangereux pour les jeunes enfants. Nous décourageons les apprenants d'acheter les plats cuisinés ici. Nous les encourageons à apporter les aliments déjà cuits de chez eux, mais en veillant à se laver les mains fréquemment avant de prendre leur nourriture et après être allés aux toilettes. Se laver les mains régulièrement est une des mesures de précaution pour éviter la maladie. Nous les encourageons à se laver les mains fréquemment. Nous avons des seaux où nous mettons de l'eau pour se laver les mains avec du savon. Nous avons aussi des désinfectants, du chlore pour nettoyer les toilettes et les salles de classe. À l'occasion du réveillon du Nouvel An, la ministre de la Santé a renouvelé son appel aux chefs religieux à encourager leurs fidèles à se faire soigner lorsqu'ils présentent des symptômes. Une partie de la population refuse les traitements au nom de croyances religieuses. En septembre, l'OMS avait signalé une recrudescence inquiétante du choléra dans le monde après des années de déclin, le changement climatique s'ajoutant aux facteurs habituels tels que la précarité et les conflits. La maladie touche chaque année entre 1,3 million et 4 millions de personnes sur la planète, faisant jusqu'à 143 000 morts. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programmes sur TV+. Au revoir.